Amis du rôlisme et du ludisme, je vous salue bien bas. Bienvenue dans cette troisième vidéo sur l'improvisation et le jeu de rôle en solitaire. Vidéo où je vais vous montrer cette fois-ci dans cette série une démonstration de parties en solitaire. On va au moins faire le démarrage, la mise en place, les premières actions. Et je vais essayer d'expliciter le plus possible en fait ce que je vais interpréter des oracles ou des outils que je vous ai montrés dans les vidéos précédentes et donner un petit côté, je l'espère en tout cas, assez didactique à cette vidéo. Bien sûr, ma méthode de fonctionnement pourrait ne pas vous convenir, c'est très personnel, mais peut-être que je pourrais vous donner une ou deux petites idées, ou quelque chose que vous pourrez comme ça tirer de cette vidéo pour vous aider, ce serait le principal, et ce serait déjà très bien. Alors, les univers qui ont été proposés, on a d'abord du Star Wars ou du Seigneur des Anneaux, des univers un petit peu que tout le monde connaît, donc qui peuvent intéresser. Cowboy solitaire, donc l'archétype un petit peu du western, le pulp, type Indiana Jones ou même du pulp contemporain, ça peut être intéressant. Univers japonisant, le monde de Warcraft, le post-apocalyptique ou l'apocalyptique, on verra bien ce qui nous inspire si on le tire. Tout ce qui est science-fiction, type Aliens, The Expanse ou Dune, et du super-héros. Et on va tirer tout de suite. Le post-apocalyptique. Ou l'apocalyptique. Alors, du coup, je vais essayer de réfléchir à un jeu, un système que je connais bien, que je maîtrise un petit peu quand même, histoire que de ne pas être embêté par un système qu'on découvre en même temps qu'on fait du jeu de rôle solo, ça peut être un peu compliqué pour une démonstration. Là, comme ça, qu'est-ce que je connais bien Je connais très bien Knight. Et ça pourrait être intéressant de faire du Knight en solo, par exemple. On va partir sur du Knight, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être très sympa. Je vais m'appuyer du coup sur une table virtuelle, un VTT, comme Let's Roll. On va créer un personnage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon personnage, et puis je reprendrai le tournage dès qu'il est terminé. Donc peut-être que je vais changer de coiffure, de tête, de vêtements, c'est normal, ne vous inquiétez pas, mais je vous récupère dès que j'ai monté le personnage pour qu'on commence la partie. Voilà pour le personnage. Alors du coup, j'ai utilisé un pré-tiré du livre de base, pré-tiré débutant, on va dire, dans l'univers de Knight, qui a peut-être pas forcément des stats équilibrées pour du solo, mais c'est pas grave, c'est pour tester. De toute façon, le but du jeu, ça va être de faire une mise en place, de vous montrer les premiers rebondissements, comment c'est géré au niveau peut-être des interactions sociales. Je ne sais pas encore trop ce qu'on va tirer, donc le but, c'est pas de faire une partie non plus de 4 heures, mais voilà, ça donnera une petite idée. Alors, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Knight, je vous renverrai déjà vers les vidéos qu'on a fait, que je vous mettrai en description, qui présentent l'univers et le système. Rapidement, c'est un univers apocalyptique, post-apocalyptique, héroïque, horrifique, en gros. En 2037-2038, les ténèbres sont arrivées sur Terre, la moitié de la population humaine a disparu, soit dans les ténèbres, soit en devenant folle, à la succomber au désespoir, et l'humanité s'est regroupée autour de 24 immortels qui ont construit des arches, un peu comme dans Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Des grandes arches qui protègent l'humanité des ténèbres. À l'intérieur, il y a évidemment des immenses immeubles de plusieurs milliers d'habitants à l'intérieur. Et dans tout ça, un homme qui s'appelle Merlin, un scientifique, un inventeur qu'on a surnommé Merlin, a inventé une méta-armure du style Iron Man, on va dire, pour faire une comparaison, avec des capacités qui donnent des pouvoirs surhumains, mais des capacités technologiques, on va dire plutôt. Le premier porteur d'armure, donc le premier chevalier, a été surnommé Arthur, et Arthur a fondé un ordre qui s'appelle le Knight, les chevaliers quoi, et il a recruté comme ça des personnes d'exception pour leur faire revêtir des armures qui ont des capacités bien différentes chacune. Là, on va jouer avec le pré-tiré qui s'appelle Forge, c'est donc une armure Priest, l'armure Priest, prêtre, du coup, qui a comme capacité de réparer, déjà, pour commencer, de soigner en gros, mais également de pouvoir construire des choses, selon l'imagination que vous avez, ça va donner peut-être plus de difficulté à votre jet, mais voilà, elle a la possibilité de créer des petites choses, donc ça peut être intéressant en solo, j'ai trouvé. Le système de jeu, finalement, est assez simple, en fait. Vous avez chair, bête, machine, dame, masque, qui correspond aux grands ennemis des ténèbres, en fait, les grands aspects des ténèbres, on va dire. Et chaque aspect vient avec 3 caractéristiques à chaque fois. Quand vous faites un jet, vous combinez 2 caractéristiques, tous les chiffres pairs sur vos D6 sont des réussites. Mettons, si je fais un déplacement combat, je vais lancer 4 dés, et tous les chiffres pairs sur mes D6 seront des réussites. Et il faut dépasser la difficulté de l'adversité. Point d'armure, point de santé, point d'énergie. Bon, ça va se faire au fur et à mesure, je vous expliquerai tout évidemment. Le but, c'est pas de faire une démonstration de Knight, mais vraiment une démonstration du solo, avec un jeu qui à la base n'était pas prévu, on va dire, pour du solo.
Pour tout ce qui est table aléatoire, Oracle et compagnie, je vais prendre des choses que je vous ai déjà montrées, c'est-à-dire Musée Oracle, que vous avez de l'autre côté là, de ma webcam. Donc je ferai défiler les cartes et j'en prendrai des au hasard en fait sur les 200. J'utiliserai, si j'en ai besoin, Chartopia, donc les tirages aléatoires qui sont là hein, de Chartopia. En cas de besoin. J'aurais pu prendre le one page solo, etc. Mais je préférais me concentrer sur des choses que je vous avais montrées dans la vidéo d'avant. Ça fera plus de sens. Et puis voilà, on prend un minimum de choses pour pouvoir jouer. Je me suis fait un petit raccourci là et là. Alors, un petit raccourci pour les dégâts de l'arme, parce que c'est pas forcément facile, j'ai vu de configurer. Et un raccourci pour Musée Oracle, on va tirer comme ça la carte sur 200 avec un petit G. On va faire tout de suite 43. Donc on va commencer par la 43e carte. Retenir, interdire, torturer. Donc ça va être un peu le thème de ce qui va lancer ma première mission, on va dire. Le thème de cette mission, ce sera retenir, interdire, torturer. Je vais le noter dans mes notes. Ça c'est pratique d'ailleurs, j'ai trouvé, d'avoir des notes. Ensuite, on va tirer des thèmes. Du coup, là, on a nos actions, et on va tirer des thèmes. Je vais refaire un petit dé. 163, ok. Alors, d'habitude, je le fais avec mon téléphone portable, parce que Musée Oracle a un lien qui peut mener vers, du coup, un tirage aléatoire depuis votre téléphone. Voilà, je vous montre rapidement la carte que ça donne sur le téléphone, et quand vous cliquez, hop, voilà, ça en génère une autre, prise aléatoirement. Donc c'est très pratique de le faire sur le téléphone ou sur la tablette. Mais là, pour les besoins de la démonstration, je vais le faire avec le PDF pour vous montrer en même temps. 163, on va prendre fraternité, c'est le premier mot que je vois là, vous le voyez sur le côté, donc fraternité. Et puis, on va peut-être prendre une autre au pif. Hop, on va prendre ici fortune. Fraternité, fortune. Je vais les écrire. Fraternité, fortune. Je vais peut-être pas utiliser tous les mots qui sont là, mais ça va me donner une idée. Je vais vous montrer que ça va me donner une idée, enfin j'espère en tout cas. Sinon la démonstration va tourner un petit peu en autre boudin. Un petit PNJ, on va tirer, allez, un PNJ, 64, et 33 pour le lieu, pour une idée de lieu. Donc 64, pour le PNJ, un chasseur de monstres, c'est pas mal ça. Surtout dans Net, 33. Chasseur de monstres, taudis. Ok. Chasseur de monstres. Et un taudis. Donc, chasseur de monstres, ça peut référer à quelqu'un qui va... un PNJ qui va chasser l'anathème de son côté, par exemple. Soit un chevalier du Knight, qui peut être torturé. On peut être à la poursuite d'un chevalier qui est torturé dans les ténèbres, par exemple. Retenu, d'accord. Fraternité, fortune. Fortune, ça... Ouais, fraternité, ça me fait un peu penser dans Night, les communautés qui existent, parce que tout le monde n'est pas forcément réuni dans les arches. Il y a des personnes qui continuent de vouloir être libres, parce qu'évidemment, le système d'arches fait que c'est des citoyens presque en caste qui sont à l'intérieur, et plus vous êtes haut dans la caste, mieux c'est, mais plus vous êtes bas, plus on vous laisse sombrer dans la drogue, l'alcool, et ce genre de choses. Donc ça me fait penser à ce qu'on appelle les rebuts. Surtout le mot taudis, ça me fait penser à une communauté de rebuts qui seraient installés dans des campements, dans des maisons de fortune, quoi, des cabanes presque, mais qui survivent comme ça à l'extérieur, dans la zone dangereuse de l'anathème, on va dire, dans la zone un petit peu sombre, mais au moins là-bas ils sont libres, ils n'ont pas voulu rejoindre une arche. On va partir là-dessus, pourquoi pas. On va partir sur l'idée que notre mission va commencer dans une communauté de rebuts. Donc les rebuts, ce sont les gens, comme vous et moi, qui ont décidé de ne pas rejoindre les arches et de survivre à leur manière en se réunissant en communauté. Donc ils ont souvent besoin d'aide. Et le Knight essaye notamment de se créer un tissu de relations chez les communautés de rebuts, on appelle ça les feux follets dans le jeu, et pour être averti des avancées de l'anathème ou les choses qui se passent en fait. C'est un petit peu comme des espions avancés au plus proche de l'anathème, on va dire. La mission commence dans une communauté de rebuts. Quel est le problème? On a retenir, interdit, torturer. On voit bien, l'idée, ce serait que quelqu'un a disparu et quelqu'un est prisonnier. Donc quelqu'un est prisonnier, ou retenu. Ça pourrait être le fameux chasseur de monstres. Alors, soit c'est un membre du Knight qui est passé et qui a disparu,
soit ce serait peut-être, ça serait même encore plus intéressant, que ce soit un membre de leur communauté qui ait la particularité de chasser l'anathème, en fait, d'être un espèce de, de soldats, en fait, qui assurent leur protection, leur éclaireur, peut-être, qui est parti chasser quelque chose, chasser une bête qui est en train de rôder autour de leur communauté et qui n'est jamais revenu. J'aime bien cette idée, pourquoi? Parce que ça implique beaucoup plus la communauté de Robu, donc la fraternité et le taudis. La mission. Notre personnage est envoyé auprès de la communauté de Robu. Donc, taudis, fraternité. La mission à la base, c'est déjà de leur apporter un petit peu d'équipement pour entretenir les liens avec elle et pouvoir recruter à l'intérieur un feu follet. Le but, du coup, de la mission techniquement du Knight, c'est de recruter un feu follet à l'intérieur, c'est-à-dire un agent de renseignement à l'intérieur qui peut envoyer des messages au Knight pour prévenir quand les choses se passent. On va apprendre là-bas que ils sont un petit peu inquiets parce que leur éclaireur, leur chasseur en gros, voilà, leur chasseur est prisonnier, il n'est pas revenu, voilà. Leur chasseur n'est pas revenu. Leur chasseur n'est pas revenu, il est parti peut-être chasser une bête qui s'approchait un peu trop près, il n'est pas revenu, et ils ne l'ont pas retrouvé. Donc la mission de notre personnage, pour pouvoir leur donner confiance dans le Knight et recruter un faux follet, serait d'aller enquêter sur la disparition de ce chasseur, de le retrouver mort ou vif, hein, avec l'anathème on sait jamais, et voir un petit peu ce qui était devenu de lui ou d'elle. Où ça pourrait prendre place tout ça? Alors, dans le monde de Knight, sachant que j'ai un perso débutant, les monstres, la partie de l'anathème la plus sympa pour les débutants, c'est la partie de la bête. Donc la partie européenne. Allez, vous savez quoi, ça va se passer en Alsace. Un par un, communauté. En Alsace. Pourquoi pas. En Alsace, ou peu importe où on se place, hein, c'est juste pour avoir une petite idée, au moins des prénoms qu'on peut rencontrer, des choses comme ça, quoi. Et le chasseur qui n'est pas revenu, on va l'appeler Sarah. Ça va être du coup mon rail de début de partie. Vous voyez là, je sais que ça peut faire bizarre de le jouer, maintenant qu'on a écrit un truc, mais techniquement ça va être mon rail de début de partie. Je vais jouer l'arrivée de mon personnage, le fait qu'il va apporter quelque chose avec lui, hein, peut-être, le fait qu'il va demander comment ça va, en gros, il va faire un petit peu de social pour essayer d'amener l'idée que vous avez réfléchi, un petit lien avec le Knight, on peut vous apporter des choses, machin, et là il apprend que le chasseur n'est pas revenu et que ils se sentent pas en sécurité, etc., etc. Ok, et puis à partir de là, vous voyez, je partirai, je jouerai pour voir ce qui va se passer. Le reste, j'ai pas envie de le déterminer à l'avance parce que j'ai envie de me garder des surprises. Mais au moins là, j'ai un bon départ. Donc je pense qu'on va jouer ça. Et on verra si vous me tombez dessus après. Évidemment, ce que je fais là pour Knight, n'importe qui ne connaît pas Knight comprend peut-être pas que ça aille aussi vite en fait. C'est normal, c'est un jeu que je connais bien. Mais imaginez que si j'avais joué sur du Seigneur des Anneaux, sur du Star Wars, sur du Pulp, j'aurais arrangé ces idées également d'une autre façon. C'est pas du tout un souci. D'accord? Là, sur du Pulp par exemple, on a la même idée, retenir, interdire, torturer. Fortune, fraternité, donc peut-être fortune, fraternité. Fraternité, ça peut faire penser à une société secrète, mettons, je dis n'importe quoi, les Illuminati, voilà. Les Illuminati, dans un univers un petit peu pulp, sont à la recherche de quelque chose qui apporte la fortune. Ça peut être je sais pas, une corde d'abondance ou quelque chose comme ça, qui soit un petit peu à la fois mystique et à la fois très pulp. Un objet comme ça qui peut apporter la fortune. Chasseur de monstres, ça va être le chasseur de trésors, tout simplement. Retenir, interdire, torturer par quelqu'un, etc. Et nous, on peut être soit le compagnon de cette personne-là qui s'est fait enlever et qui du coup va essayer de le libérer, soit un des membres de la société secrète Pulp qui va essayer d'aller le chercher. On pouvait être quelqu'un du service de sécurité, je dis n'importe quoi. Mais voilà, vous voyez tout ça là. Moi sur Night ça marche bien parce que je connais bien le jeu et du coup j'ai pu embrayer, mais sur n'importe quel jeu, vous voyez, ça peut servir. Alors que la pluie cogne sur les fenêtres de l'hypermarché, de la zone marchande, que elle commence à ruisseler à travers peut-être la tôle qu'ils ont rajoutée par-dessus les vitres cassées. Ça fait un petit peu flotter et taper contre les fenêtres, tout s'y était mal accroché. Les éclaireurs, les surveillants des rebuts commencent à voir apparaître une forme sur le parking. Une forme un peu lourde, assez grande, presque 2 mètres de haut, qui a un pas très mécanique. Ça ne ressemble pas aux créatures qu'ils ont l'habitude de voir, qui peuplent leur cauchemar.
ou qui met tout le monde sur le pied de guerre quand tu les vois apparaître. Non, les créatures de la bête, souvent, avancent tels des animaux, des prédateurs. Ce n'est pas la première fois que cette communauté de rebuts voit un membre du Knight. Et ils essayent le plus possible de ne pas avoir de contact avec eux. Déjà parce que ça leur rappelle ce à quoi le véritable monde ressemble aujourd'hui. Mais aussi parce qu'il y a cette superstition que le Knight, qui est donc là pour lutter contre les ténèbres, qui se bat tous les jours contre les créatures les plus monstrueuses qui n'aient jamais foulé cette terre, eh bien on a un petit peu cette impression aujourd'hui aussi que le Knight attire les problèmes. C'est-à-dire que c'est comme si l'anathème est là parce que le Knight est là. D'accord, un petit peu ce côté-là. Et pour les rebuts, la présence du Knight, ça veut dire que l'anathème, ou les créatures, vont venir à un moment donné, en fait. Comme s'ils attiraient les problèmes. C'est donc pas forcément un très bon œil que ces personnes voient arriver Forge de loin. C'est pourquoi ils lèvent les bras pour se manifester, ne pas leur faire peur quand il arrive, ne pas les prendre par surprise. À travers son casque, en réalité augmentée, Forge analyse un petit peu la scène. Il voit les deux personnes postées aux fenêtres des bureaux de de cette ancienne galerie marchande. Et il voit très bien les fusils qu'il porte qui se pointent vers lui. Intérieurement, hein, il se dit que de toute façon cela est bien futile. La majorité des dégâts que les balles lui feraient seraient absorbés par son champ de force, finalement. Mais il ne fera aucune réflexion là-dessus si ça les rassure et il comprend très bien pourquoi les rebuts agissent de la sorte. C'est une région où le Knight a très peu de visibilité, l'Alsace. Finalement, ils ne savent pas trop ce qui s'y passe, les déplacements de l'anathème. Il leur faudrait peut-être savoir ce genre de choses. C'est un chemin direct entre l'Allemagne et la ville de Paris, l'Allemagne étant une zone très importante pour la bête, le cœur du centre de la bête, de la zone du Seigneur de la Bête. Ainsi, si la bête devait mener un assaut et conquérir la ville lumière, qui est encore un bastion un petit peu neutre, où le Knight a un avant-poste, eh bien, il passerait certainement par l'Alsace, et de savoir à l'avance, qu'on leur communique que la traînée d'anathème dans le ciel commence à se déplacer et à avancer vers la France, ce serait vraiment indispensable pour le Knight. Forge, c'est le surnom qu'on lui a donné, c'est son nom de chevalier. Il s'approche, il a une mallette dans la main. Dans cette mallette, il a du matériel pour les rebuts, des cadeaux qui viennent de la part du Knight. Ainsi, il attend que les rebuts qu'il vise lèvent leurs armes pour comprendre qu'il a le droit d'avancer. Il traverse les portes de l'ancienne galerie marchande et il est frappé véritablement du changement qu'il voit autour de lui. Il a encore un petit peu dans sa tête les images du monde d'avant, de à quoi ressemblaient ces grands centres avec ces grands couloirs, immenses couloirs où les gens pouvaient se croiser, les boutiques des deux côtés, les lumières qu'il y avait partout. Parfois même il y avait des voitures exposées en plein milieu du chemin là. Et aujourd'hui, tout ce qu'il voit, ce sont des barricades, des choses qui ont été pillées, renversées, l'eau qu'il sent au niveau de ses chevilles, de quelque chose qui a cassé, une canalisation qui a dû casser il y a quelques semaines peut-être, et l'eau n'a pas encore évacué. Il est vraiment pris par ce silence et cette obscurité qu'il y a dans cet endroit qui était normalement fait, dédié, ce temple dédié à la consommation mais aussi à la vie. En tout cas, quand il entre, on ne vient pas le chercher, on ne l'est pas plus que ça, et il commence à traverser les couloirs, soulevant des petites ondes dans l'eau qu'il a au niveau de ses pieds, jusqu'à ce que il entende du bruit venir du fond, sur la droite, et des lumières aussi. Il commence à voir des lumières un petit peu vacillées, de gens qui descendent. Il ne se cache pas, il va avancer en faisant du bruit. Il va dire, dans un anglais qui est bien travaillé depuis le temps qu'il a passé, intensif, qu'il a passé à Londres, au sein du Knight, de Camelot, comme a été renommé leur base. Je viens en ami, je vous apporte des choses pour vous aider. Il voit dépasser deux têtes, plutôt âgées, derrière le mur. Les personnes le jaugent et lui font un signe de tête et avec la lampe, il propose de monter.
Forge s'exécute. Il monte les marches hein, et en haut, il trouve un endroit beaucoup mieux installé. Euh, c'est pas encore le tout confort, on en est bien sûr. On a encore des matelas posés sur le sol qui ont un côté un peu miteux, surtout à cause de l'humidité hein, qu'il y a vraiment dans l'air. Euh, on voit que les rebuts font encore un peu l'effort de maintenir l'endroit propre, même s'il y a encore des espèces de conserves, de repas, on ne sait pas quand, qui sont un peu posés à un endroit ou jetés un peu, un peu à la va-vite. Pas de vaisselle qui a été fait depuis un moment. On mange directement à même le pot finalement quoi. Les fenêtres sont rafistolées pour certaines avec du plastique ou des choses qu'ils ont pu trouver dans le magasin, du gros scotch, des cartons et du gros scotch hein, contre les fenêtres. Il y a encore quelques lampes qui fonctionnent. Forge note tout de suite qu'ils doivent avoir un espèce de générateur d'énergie, mais que, vu comme il économise, à son humble avis, il va pas durer encore très longtemps. Au fur et à mesure qu'il passe dans les bureaux, il voit que certains murs ont été effondrés pour agrandir les salles, donnant encore plus cet aspect vraiment squat d'un immeuble désinfecté en fait, au fur et à mesure où il avance. Il entend des gens tousser, il voit qu'il y a des gens dans les pièces. Certains sont en train de lire, d'autres sont en train de dessiner, certainement. Et les derniers sont juste emmitouflés dans des affaires et le regardent passer. Ceux qui, évidemment, vont les premiers suivre son déplacement, ce sont les enfants. C'est vrai que il y a ce côté merveilleux de voir débarquer dans ces ténèbres une personne tout en armure, avec la lumière de son noyau, son cœur en élément alpha qui brille, sa prestance et le bruit qu'il fait en se déplaçant. Je vais vous mettre une image d'ailleurs de Chevalier de Night, ça pourrait être intéressant, vous voyez à quoi ça ressemble, ceux qui ne connaissent pas l'univers. Il y a ce côté vraiment impressionnant, futuriste, vraiment en décalage avec leur vie de survie, hein, leur vie de survie, leur quotidien de survie, on va dire. On l'amène bientôt vers un homme qui est encore à table et qui est en train de terminer un boîte de conserve, ça racle, hein. On entend vraiment le raclement sur l'aluminium, quoi, alors qu'il est en train de frotter, 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 pour enlever les derniers morceaux de nourriture de absolument tout, de tout son pot. Et alors que Forge se met devant la porte, euh, il attend poliment en disant juste bonjour. L'homme repose sa fourchette, s'essuie la bouche comme ça, avec son gant, il recule sur sa chaise. Comment il va nous accueillir d'ailleurs? C'est une bonne question ça. J'ai pas d'idée sur le coup, parce que véritablement dans l'univers de Night, l'accueil que peut réserver des rebuts est assez. Ça dépend, enfin voilà, c'est vraiment fluctuant. 182. Ok, amical motivation, cacher un secret. Il va regarder Forge et lui dire tout simplement oh, vous attendez. Vraiment. Vous avez pu nous apporter ce qu'on s'était dit? Oui, répond Forge. Tout est là. Il avance, il pose sur la table, il va faire un peu de place. Il pose sur la table la mallette, il va ouvrir le coffre. Il va le retourner. Dans le coffre, il y a des petits générateurs d'énergie capables de faire tenir plusieurs semaines, voire même plusieurs mois la communauté en électricité. Et on voit le soulagement dans la pièce, donc des deux personnes qui ont accompagné Forge et du type en face de lui, qui d'un seul coup s'affaisse un peu plus dans son siège. Il va le regarder, Forge, genre pour savoir vraiment s'il peut le prendre, et Forge va lui dire allez-y. Il va se jeter dessus véritablement, les donner sur la personne à côté. Va tester ça tout de suite. La dame va sortir. Bon, c'est le moment où vous allez me dire qu'est-ce qu'on doit faire en échange, c'est ça? Parce que tout a un prix, ici. Écoutez, la position du Knight n'a pas changé. On a besoin de quelqu'un de confiance ici, quelqu'un capable de nous tenir au courant. Ainsi, si vous le souhaitez, je vous ai apporté également de quoi communiquer avec nous directement et nous tenir informés
les changements qu'il y a ici, les avancées que vous pouvez constater. Il se gratte la tête et il dit oui, oui, je sais, si c'est bien tout, on a un petit problème quand même. Euh, comment vous dire ça? Notre éclaireur n'est pas revenu. Et il n'y a personne ici qui a envie de sortir et de faire ce que vous voulez là. Qu'on regarde l'anathème, comment ça bouge, si. Non, 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 il y a vraiment que Sarah qui savait faire ça ici et. Enfin, tout le monde a les jetons, on va pas sortir quoi. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Et combien de personnes chez vous savent porter une arme? Euh, on est 5 et j'ai besoin des 5, moi compris, pour surveiller cet endroit. On a perdu Sarah, je peux pas me permettre de faire sortir quelqu'un d'autre, vous comprenez. On a besoin de tout le monde ici, on a plein de choses à faire, il faut rafistoler tout ici, il faut surveiller, qu'il n'y ait pas de pillards qui viennent prendre nos réserves, qu'il n'y ait pas de ces saloperies de bestioles qui grimpent sur les murs. Vous savez qu'il en faut une pour nous mettre en morceaux, hein. Depuis combien de temps est-elle partie? A-t-elle disparu, votre Sarah, vous dites? Ah, ça fait 2 jours, maintenant. Sachant que c'est elle qui avait notre appareil de communication dont on se sert pour l'extérieur, donc ça veut dire qu'en plus il faut qu'on en récupère un nouveau. Ça court pas les rues ces trucs-là, quoi. Elle était bien équipée, c'était un bon élément. C'est une perte. Ça va être très très dur, vous savez, hein. Mais c'est toujours mieux que d'aller s'entasser dans leurs arches, hein. Enfin, sans vouloir vous manquer de respect, hein. Je vous en prie. Savez-vous de où est-ce qu'elle est partie explorer? Quel était son objectif? Alors, quel était l'objectif de Sarah? Bonne question. L'objectif de Sarah. Alors, hop, 165. Alors, motivation. Rendre fier ses proches. Ouais, ça va pas trop m'aider. Qu'est-ce qu'elle pouvait chercher? Qu'est-ce qu'elle pouvait chercher? Jarre, quartier. Jarre, quartier. Explorer un nouveau quartier, tout simplement. Voir s'il y avait encore des choses disponibles là-bas. Attends. Ok, ça peut être pas mal. Ok, on va partir sur le quartier. Sarah était partie, vous savez, pour faire une carte, vérifier tous les bâtiments un par un, voir ce qui avait été fouillé ou pas, voir s'il y avait un meilleur endroit pour s'installer. Enfin, elle est partie explorer, quoi. Un peu de temps en temps, elle est partie faire ça. Vous savez, elle est hyper discrète. C'est bizarre. C'est comme si, des fois, ces putains de bestioles ne la calculaient pas, quoi, quand elle était là. Elle a peut-être pris un peu trop confiance et elle s'est fait choper, quoi. Montrez-moi le quartier où elle est allée, je vais jeter un coup d'œil, et si je trouve quelque chose, je vous ramènerai ça. Ok, c'est vous qui faites, hein, chevalier, hein, c'est vous, hein. Si vous vous sentez, pareil que vous pouvez tuer ces saloperies par paquet de vin, alors si vous gênez surtout pas si vous voulez vider tout le quartier, hein. Il va montrer à Forge, hein, l'endroit où Sarah, du coup, a disparu, pour le coup, avec toutes les affaires qu'elle devait chercher. Et je vais appeler le Knight. On rentre vraiment dans le personnage. J'ai envie de dire jeu depuis tout à l'heure, c'est pour ça. Ça me démange. Et je vais appeler le Knight, du coup, en disant clairement Camelot, on a un petit souci avec la communauté. Ils ont perdu leur éclaireur et apparemment leur meilleur élément. Je vais jeter un petit coup d'œil, si ça dérange pas. Il n'y a pas contre-mission. La mission sera tout simplement d'aller jeter un coup d'œil, de pas trop s'aventurer, et évidemment, si je trouve la présence d'un athème, je préviens immédiatement Camelot, chose que je ferai évidemment. On va avancer un petit peu, je vais aller dans le quartier, hein. Donc voilà, je fais une parenthèse. Là, par exemple, on peut continuer du RP, si vous le souhaitez, hein, si vous n'êtes pas limité dans le temps dans votre partie solo.
Vous pouvez continuer le RP, vous pouvez aller voir un petit peu les gens. Par exemple, là, ça pourrait être intéressant que je place une scène où mon perso étant un scientifique médecin à la base, avant l'arrivée de l'anathème, ça pourrait être intéressant, par exemple, que j'aille voir un peu les enfants, voilà, les personnes, et que je les ausculte, je vérifie un petit peu leur santé. Voilà, c'est tout à fait une petite parenthèse qu'on pourrait faire. Là, j'avance du coup pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, mais je pense que véritablement, moi en solo, je l'aurais fait. J'aurais fait un petit peu d'interaction avec les gens sur place, un peu plus m'immerger dans cette partie de rebut en fait, et faire des tests de médecine du coup pour essayer de sauver, de détecter les maladies qu'il y aurait dans la communauté. Je pense qu'on, voilà, petite parenthèse. J'embraye pour vous montrer un petit peu les rebondissements, comment ça marche. Je vais arriver dans le quartier. Ce qui va me frapper déjà, c'est que finalement, c'est pas comme j'ai l'habitude de voir. D'habitude, quand je rentre, enfin, dans des anciennes villes hein, qui sont désertées, il y a quand même pas mal de voitures brûlées, renversées, des accidents, des voitures qui sont rentrées dedans. Là, on a quand même des voitures qui sont peut-être toujours là, mais toujours garées. Il n'y a pas vraiment cet effet fin du monde brutal avec l'embouteillage, gens qui sont partis comme ça. Non, ça fait encore un petit peu quartier tranquille, on va dire. Même si la végétation a pris le dessus et qu'il fait très sombre à cause de la présence de l'anathème. Les couleurs ont disparu, tout est très gris, très morne, silencieux, mort en fait, finalement. Ça donne cette impression-là dans le quartier. Et je m'avance à travers la rue. J'ai en tête le plan, je l'ai peut-être même photographié avec mon Podera, photographié le plan de là où Sarah devait inspecter, le bâtiment qu'elle devait inspecter, et autour de moi, pour l'instant, rien. Je peux faire un petit test de perception pour voir si quelque chose... euh, si je vois quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais déterminer déjà qui est à l'avance? De l'anathème, tout simplement, pour déclencher un petit combat? Ça pourrait être sympa, par exemple. Euh, Donc, on va faire un test de jet de base perception, qui est imposé de base, et moi je vais le coupler en combo avec déplacement. Alors le but du jeu souvent c'est de faire le combo qui vous arrange le mieux. À la base le MJ vous impose une carac, ici perception, après vous allez essayer de faire le plus gros combo possible évidemment quoi. Mais là ça me semble pas mal, ça fait 6D, difficulté 3 on va dire. Hop, on va lancer. Alors, bon, le jeu est parti plusieurs fois, il y a eu un petit bug de l'interface, il a dû recharger. On va prendre le premier, évidemment. Donc, vous voyez, une réussite, parce que j'ai fait qu'un chiffre pair, ça ne suffit pas à dépasser la difficulté de mon jet de perception. Alors, ça veut pas dire que je ne vois rien, ça veut dire que peut-être on va en profiter pour mettre un rebondissement. Ça peut être très intéressant de mettre un rebondissement là-dessus. Le rebondissement le plus logique, ça pourrait être par exemple une créature, un combat en fait, tout simplement. On peut se laisser un petit peu la surprise, on peut tomber là-dessus, mais peut-être se laisser la surprise, ça peut être intéressant. Alors, vous arrivez trop tard. Ah, bon. Je crois qu'on peut pas faire plus précis que ça, véritablement. Vous arrivez trop tard. Si on tirait sur Musée Oracle, ça donnerait quoi? Coup de théâtre, une très mauvaise nouvelle. Oui, voilà, ça correspond, vous voyez, hein, ça peut marcher. Hein, voilà, on va trouver, mettons qu'on trouve Sarah décédée, hein, je pense. C'est déjà plus simple. Ça, je l'ai tiré pourquoi? Alors, parce que j'ai voulu faire un jet de perception pour voir si je voyais quelque chose. C'est limite, le jet de perception m'a servi de bonne nouvelle, mauvaise nouvelle en fait. J'ai réussi mon jet de perception, je pense que j'aurais vu quelque chose de positif. Je foire mon jet de perception, je vois quelque chose de négatif. Je l'ai pris vraiment comme ça. J'aime pas les jets de perception qui ne servent à rien dans un jeu de rôle. Et en solo, les jets de perception, des fois, c'est pas très utile, on va dire, parce que finalement, on veut que l'intrigue avance. Donc des fois on les fait pas. Là je l'ai vraiment fait, moi j'ai perception en mode voilà, il y a des risques que ça se passe mal pour mon perso ou pour la fameuse Sarah. Je vais faire un jet de perception. Si je le réussis, bah, j'aurais tiré quelque chose, mais je l'aurais peut-être interprété de façon plus positive. Là je l'ai foiré, donc c'est un peu comme un 2d6 là en PBTA. Je fais 6 ou moins, il y a un rebondissement qui se passe, un coup fort, un coup faible, voilà. Et donc du coup, ben, quelque chose de forcément un peu plus négatif. Voilà, je l'ai pris comme ça, véritablement. Vous n'êtes pas obligé, hein, là, vous auriez tout à fait pu avancer. Chercher sur une des cartes, Musée Oracle, un rebondissement ou une inspiration. Voilà, moi j'ai voulu faire avancer un peu le scénar d'un seul coup.
en influençant le récit véritablement sur deux directions, d'accord, positif, négatif. Parce que je vous fais une vidéo chronométrée pour YouTube, elle peut pas durer 2 heures, donc voilà. Mais vous voyez un petit peu l'idée, hein. Si vous avez besoin de remettre un petit peu de punch dans votre récit, vous êtes un peu trop ouvert, un rebondissement, forcer un jet ou chercher une nouvelle idée dans les cartes, ça peut vous permettre d'avancer. Je vais avancer un petit peu dans tout ça. Je vais entrer dans un bâtiment qui sera... qu'est-ce que ça peut être ce bâtiment? Une mairie. Allez, une mairie. Ça va être une mairie. J'ai avancé dans un... Je vois qu'elle était en train de fouiller la mairie, en fait. Qu'elle devait aller fouiller la mairie. Je vois que la porte est enfoncée. Donc elle est certainement rentrée. Euh, je, je pousse la porte, qui va grincer un peu. Une grosse et lourde porte, mais véritablement elle est un peu coincée par, je sais pas, des gravats, des pierres, un petit peu en dessous. Elle s'ouvre un tout petit peu, assez pour laisser passer une personne, mais je suis en armure. Donc je vais véritablement pousser un peu plus et entrer dans cette mairie. En suivant un petit peu comme ça mon instinct, je vais écarter des choses, avancer vers le chemin qui me semble le plus dégagé, et bientôt, euh, dans une zone avec qui était une espèce de salle d'attente avec j'avais des bancs, enfin des bancs quoi, qui devant des guichets en fait. C'est une grande mairie, hein, mine de rien. Hein, et ben, je vais trouver effectivement le cadavre de quelqu'un. Je vais m'avancer, je vais m'agenouiller à terre, et effectivement, c'est le cadavre de Sarah, certainement, puisque je pense que c'est une femme, qui peut correspondre à sa description. Euh, Est-ce qu'elle a encore son matériel ou pas, en gros? Comment est-elle morte? Ça, on peut le tirer. Débarrasser, exterminer. 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 Est-ce qu'il y a des choses qui me des choses là-dessus? Infester. Bon. Exterminer, infester, ça fait un peu anathème, quoi. À la limite, on peut un peu forcer l'affrontement comme ça, si ça vous dit, hein, pour vous montrer un petit combat en solo, à la limite, ça peut être l'occasion. Mais voilà, infester, exterminer, voilà, je m'agenouille, je vois qu'elle a encore son matériel, ce qui me fait dire qu'elle n'a pas été tuée par des humains, tout simplement. Ça arrive souvent, hein, ça peut arriver dans Night, hein, évidemment, entre rebuts, tous les coups sont permis, malheureusement. Et je vois effectivement qu'elle a encore son matériel et que surtout elle a été déchiquetée et en grande partie dévorée. Immédiatement, je vais sortir du rack mon fusil avec la petite diode, la petite lumière verte qui va dresser un filet vert. Je vais contacter Camelot immédiatement, comme ça m'était ordonné. Je vais être comme ça. Camelot, présence d'anathème presque confirmée. Demande d'ordre. Et Camelot va me répondre que, étant donné qu'on n'a aucune idée de combien ils sont, et que je suis tout seul, on demande le repli. Repli immédiat. Très bien, repli immédiat. Et au moment où je vais me retourner pour me replier, je vais me faire charger par une créature. À ce moment-là, combat, si vous avez le temps, ça vous fait plaisir, machin, vous faites une battle map. Vous importez une battle map, ici genre d'une mairie par exemple, hein, d'un bâtiment, etc. Et vous placez vos tokens, ce genre de choses, pour les distances. Comme ça on peut prendre un petit peu de temps pour faire un combat, c'est très sympa. Voilà, pour la démonstration, petite battle map, donc je vais mettre mon token, mettons qu'il est là, et donc du coup je vais avoir une adversité. Alors, ça reste un personnage de début de scénar et il est tout seul. Je vais pas non plus mettre une grosse adversité, hein, pour pas le perdre tout de suite. Ce serait dommage, en pleine démonstration. Je vais mettre peut-être un ou deux bestions. Ouais, bestions sont des créatures du domaine de la bête. Ce sont un peu les créatures on va dire entre guillemets, j'ai bien avec des gros guillemets de début de jeu de Night, hein, évidemment. Si je vous montre la fiche du bestian, d'ailleurs, je l'ai pas dit d'ailleurs dans ma vidéo, mais très utile tout ce qui est aide de jeu comme ça, imprimé quand vous faites du solo, à côté de vous, c'est vachement utile, hein, les aides de jeu imprimées, soit des cartes ou des détails, des choses comme ça. Ça fait vraiment très pratique. Vous voyez, le bestian, il a un niveau recru, c'est le niveau de début de jeu pour Night. Souvent, il y a peut-être un ou deux bestians par personnage au début, donc
Bah, pourquoi pas en mettre deux? Ça peut être sympa. J'ai toutes les carades derrière, comme ça c'est très utile. Pourquoi pas en mettre deux, allez. Alors, on va tirer l'initiative. Les bestiens lancent donc... On va fermer ça. En initiative, ils ont 3d6 plus initiative 2. 12. Ok, mes bestiaux, ils ont 12. Mon forge, il a combien? Alors, on va ouvrir sa fiche. Initiative 3. En cliquant dessus, ça devrait lancer l'initiative automatiquement? Ouais, super. 8 R, 3d6. Ah, c'est vrai que vous voyez plus, en fait, plus de... Hop, à cause du chat, on ne voit plus. Je vais vous remettre ça correctement. Oh, il a fait 20. Allô. C'est quoi ces bestiens de la mort? Allez, on y va. Alors, deux bestiens, ils ne prennent pas par l'arrière. Donc, on va considérer qu'ils sont arrivés par l'autre côté. Je vais me créer une macro pour les bestiens, ce sera plus simple. En bas, pour éviter que le chat, en fait, ça cache. À son déplacement, il va se déplacer vers moi, à son attaque, il va m'attaquer. Donc voilà, je me retourne, je vois le bestion véritablement me sauter dessus, avant même que j'ai le temps d'écrire, avant même que j'ai le temps de tirer, tout simplement. Il me saute dessus, les griffes en avant, hein, vous voyez un petit peu, de toute façon, la bestiole que c'est, hein, c'est pas rigolo, un bestion. Hein. C'est pas rigolo du tout. Griffe et croc, hein, c'est-à-dire qu'il va se véritablement sauter sur le canon de mon arme et commencer à essayer de griffer. Peut-être qu'il a jamais vu de chevalier en armure, ou ça l'atteint pas plus que ça. Hein, il va essayer d'ouvrir la boîte de conserve que je suis. Bon, à moins d'un critique, ça devrait toucher. Donc alors, il a fait 1, 2, 3 chiffres pairs, donc de toute façon, il me touche, car j'ai que 1 de défense. J'ai beaucoup en réaction pour tout ce qui tire, mais j'ai que 1 en défense. Il va m'infliger 20 points de dégâts. Champ de force est à 10, donc il va m'infliger 10 points de dégâts que je vais retirer à mon armure. À Night, chaque fois qu'on perd 5 points de vie, 5 points d'armure, on perd 1 point de vie. Donc je vais encaisser la première attaque, pour le coup, en essayant de me débattre avec mon arme. Il va infliger des dégâts sur mon armure, il va pénétrer mon champ de force, commencer à rayer un peu l'armure, je vais lui mettre un coup pour le faire partir, alors que le deuxième, le deuxième arrive, il a un saut, donc du coup il va arriver jusque là, et il va sauter, hein, véritablement, il va arriver, il va émettre un espèce de cri prédateur, quoi, en me voyant là, et il va me sauter dessus. Littéralement, lui va profiter de son saut pour en plus pour infliger plus de dégâts. Alors, quand il y a 2 paires, ça suffit, donc ça suffit. Les dégâts, on va ajouter 6 parce que il a plus 6 parce qu'il saute. Je vais voir mon module, je crois que c'est ça. Hein. 6 dégâts supplémentaires, c'est ça. Avec un saut, donc ça fait 26. Donc 26, j'enlève 10 de champ de force. Ça fait 16, donc je vais perdre 16 points d'armure. Et ça fait perdre 3 points de vie, du coup. Voilà. Donc le premier tour est un peu difficile pour moi, hein, parce que là, j'ai pas l'initiative, véritablement, je suis pris par surprise, malgré le fait que voilà, j'ai essayé d'être aux aguets, mais non. Conséquence, j'ai perception ratée, on va dire. Je me fais sauter dessus par les deux bestiens, le deuxième d'ailleurs, techniquement, me saute dessus et m'éclate du coup sur le côté, je vais même glisser un peu sur le sol. Je vais relever mon arme et je vais tirer le plus possible pour essayer d'en tuer au moins un. Plus vite possible, et peut-être éviter que d'autres ne viennent. Donc je suis équipé d'une arme, un fusil de précision qui fait 4d6 plus 6, et qui a en plus pas mal de petits effets. Rapidement, parce que on va pas expliquer tous les effets de Knight, hein. Précision, ça va ajouter ma compétence tir et mes réussites automatiques, mes OD sur les dégâts. Assistance à l'attaque, mes réussites supplémentaires par rapport à sa défense au moins des dégâts. Et désignation, ça fait une réussite automatique en gros, hein, pour résumer, voilà. Je vais faire un G de tir avec perception, pourquoi pas. Là, mon mieux à faire, c'est tir technique, mais dans la situation actuelle, tir technique, je sens pas trop la manière de l'expliquer. Donc, tir perception, ça me semble pas mal du tout. Tir savoir, ça pourrait être expliqué dans le sens où c'est des créatures que j'ai l'habitude de connaître, je sais quel est leur point faible, ça peut passer. Ça peut effectivement être un bon jet. Tir savoir également, mais là je vais considérer que voilà, je viens de me relever avec ma leçon de déplacement, je suis un peu dans la panique, je vais essayer de voir dans cette obscurité environnante,
Alors, 4 réussites. 0 au dé. Ouais, ça c'est pas de chance. Du coup, ma désignation fait que j'ai une réussite en plus, donc ça fait 5 réussites. Ils ont une réaction de 3, donc j'ai dépassé le 3, donc c'est touché. Je vais faire mes dégâts. Donc 4d6 plus 12 du coup, et j'ai fait 2 réussites en plus, donc ça fait 32 dégâts. Alors 32 dégâts, ça va tuer la première créature que je vais viser. Mettons que je vise la première, celle qui était là. Ping. Yes. Voilà, je vais viser la première qui est là. En me relevant, je vais lui mettre la petite lumière qui va verrouiller véritablement les balles que je vais lui lancer avec mon fusil de précision. Et ça va être pouf. Et la balle va partir d'un seul coup et va lui exploser la cage thoracique, mettons, quoi. Et ressortir derrière, se ficher dans le mur derrière. Très bien visé pour le coup, pas mal de dégâts. Donc assez content de voir la première qui tombe. La deuxième va pas se laisser faire non plus, hein, on est bien d'accord. Puisque, hop, on a fait le tour du turn order, on va dire que c'est celle-là qui est mort. Donc la deuxième va me refaire son petit déplacement et sa petite attaque. Donc voilà, toutes les créatures dans Night, elles ont aussi d'autres styles d'attaque, mais là, narrativement, pour avancer, on va faire que celle-là, on va faire la plus classique. Donc la créature ne sent même pas peut-être son compagnon ou son collègue se faire descendre. Voilà, c'est véritablement de façon animale, elle va me foncer dessus à nouveau, essayer de me caler dans un coin, de m'attaquer peut-être au niveau du cast ici. Donc elle me touche, parce qu'elle fait beaucoup plus de réussite que j'ai de défense. Par contre, les dégâts, c'est pas non plus extra, elle va m'en infliger 6, du coup. Parce que j'ai mon champ de force qui en retient 10. Ça va faire 6 points d'armure en moins. 38, et du coup 1 point de vie en moins. Voilà. J'arrive à la repousser, alors qu'elle attaque encore une fois mon armure et qu'elle commence un petit peu à grésiller mon armure sur le côté, ce qui m'inquiète un petit peu. Je vais donc utiliser, avec mon action de déplacement, une capacité de l'armure Priest qui va être du coup le mode de réparation. Donc le mode mécanique qui dit que, à mon niveau, pour 4 d'énergie et une action de déplacement, au contact, je vais réparer 3d6 plus 6 d'armure. Donc, /R 3d6 plus 6. Voilà, je vais me réparer 9 points d'armure. Ah oui, 15 points d'armure, c'est vrai. Excusez-moi, j'ai plus 6. Donc je vais me réparer 15 points d'armure. C'est pas du tout mauvaise armure pour le solo, hein, vous remarquerez, la prise pour le coup. Ça c'est mon action de déplacement, mon action de combat. Alors pour le coup je suis au contact, donc ça c'est forcément un jet de combat. Et donc ça va être un combat tir. Ça va pas être fabuleux, mais il va bien falloir que je fasse. Hein. Donc on efface. Combat tir. Du coup, parce que je suis au contact, donc j'ai pas le choix, c'est le combat, hein, je me suis pas éloigné, je me suis soigné, on va dire. Non, c'est... 5 réussites, yes 5 réussites avec la désignation en plus. C'est parti pour les dégâts. Donc je rappelle qu'ils ont 20 points de vie, qu'ils n'ont pas de réduction. Hein. Je lui inflige 22 points de dégâts, sa vie étant à 20, on va dire, ses points de vie, donc voilà. Elle est au contact avec moi, et j'essaye absolument, en me débattant, d'essayer de lui mettre le canon le plus proche possible. Et à un moment donné, elle est en train d'ouvrir la gueule pour essayer vraiment de casser presque mon home d'armure avec ses crocs. Et j'en profite, je lui cale le canon dans la gueule et pff, un seul coup, la balle traverse et la créature tombe à mes pieds. Le silence retombe. J'ai quand même peut-être 30 secondes, 40 secondes où je reste bloqué. La respiration haletante, véritablement, et je regarde de partout, je demande à mon IA d'analyser un petit peu tout ce qu'il y a autour, j'éclaire avec le haut de mon casque. Partout, je cherche une créature qui pourrait être un peu cachée, qui tomberait du toit ou de n'importe où, et j'attends un petit peu, je vois que ça ne bouge plus. Là, c'était peut-être que 2 dans ce bâtiment. En tout cas, je vais essayer de pas traîner longtemps. Il conviendrait quand même qu'on fasse quelque chose du corps. Qu'on le laisse pas ici quand même. Je pense que, parce que la séance va se clôturer, on a fait un mini scénar pour montrer comment ça marche, mais je pense que je vais amener le corps à l'arrière, peut-être, et s'il n'y a pas vraiment de jardin, un truc comme ça, je vais essayer de prendre des gravats, la mettre sous des pierres, en fait, de mettre des pierres pour lui faire une petite sépulture. Je vais récupérer tout son matériel, et le matériel, je vais le ramener directement chez les rebuts.
Je vais retourner chez le rebut et je vais leur ramener le sac et les affaires qu'elle portait, qu'elle avait trouvées, en tout cas, Sarah. Et, et en arrivant, je vais leur, voilà, je vais leur apporter le sac sans rien dire. Le sac est certainement taché de sang, mais il y a au moins dedans les affaires qu'elle avait emportées, qu'elle avait trouvées. Donc ce qu'elle a fait n'était pas vain, en tout cas, c'est ce que je vais leur dire. Je vais leur dire, ne baissez pas la garde, l'anathème est plus proche que vous ne le pensez. Les créatures commencent à s'aventurer dans les quartiers alentours. Je pense que il va être nécessaire que vous commenciez à éclairer. La lumière fait fuir cette créature, vous le savez, d'éclairer régulièrement le centre commercial avec les cellules que nous pouvons vous fournir. Soyez assurés que le Knight ne vous laissera pas tomber, et que tant que vous pouvez être un soutien pour nous, nous serons un soutien pour vous, logistique, et je reviendrai bientôt avec de nouvelles cellules énergétiques. Et des médicaments. La, la communauté, du coup, va accepter, va me remercier, et une des personnes va se proposer pour être, du coup, bah, au moins feufoler, au moins observer ce qui se passe et nous tenir au courant régulièrement. Et je vais repartir de mon périple en Alsace, en étant à la fois content d'avoir réussi ma mission, c'est-à-dire de montrer à une communauté de rebuts qui pouvait compter sur nous et donc créer un lien avec eux, pour avoir un follet et un agent un petit peu comme ça qui peut nous tenir au courant de ce qui se passe autour de l'anathème en Alsace. Mais en même temps triste parce que j'étais mis à devoir face à la réalité de ce que vivent ces communautés, c'est-à-dire que ils sont obligés de sortir pour chercher toujours plus en fait, et c'est de plus en plus dangereux pour eux, et que au fur et à mesure, ils s'amenuisent en fait finalement, leurs effectifs s'amenuisent parce que un mort par un mort par un mort, et je ne sais pas combien de temps cette communauté va pouvoir tenir, par exemple. Bon voilà, c'est un personnage qui est un peu mi-figue mi-raisin, qui va appeler un Vector qui va venir le chercher et repartir à Camelot pour un débriefing et se préparer pour sa prochaine mission. Voilà. Donc, vous voyez, petite heure. Bon, après, je sais pas comment ça va faire au montage. Bien sûr, j'ai pas développé le scénar autant que je le pourrais, hein, je le précise bien. Là, je vous ai vraiment fait un espèce de one-shot où j'avais vraiment envie que je m'étais fixé 2 heures et qu'on ait vraiment un début et une fin, comme un petit scénario, quoi. Pas le laisser en suspens, pour vous montrer que, voilà, même en 2 heures maximum, on peut essayer de faire une petite partie et tester le système. Là, évidemment, j'aurais pu aller plus loin, donc j'aurais pu faire plus de relations avec les rebuts au début, avec plus de jets, de médecine, etc., plus de négociations. J'aurais pu faire une vraie phase d'exploration, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, où j'aurais pu commencer à dessiner le quartier, faire une exploration, pas dojonesque, mais véritablement, voilà, générer un terrain, explorer les étages, trouver quelque chose d'intéressant, générer ce que je trouvais. Ensuite, effectivement, voilà, trouver la personne que je cherchais, un combat, j'aurais pu faire une autre phase au combat, mettre un adversaire plus difficile, etc. Un rebondissement après avoir battu les bestiaux, peut-être j'aurais pu faire un rebondissement, que je montais sur le toit, je voyais arriver toute une masse de bestiaux, donc j'appelais Camelot, je repartais défendre les rebuts par exemple, voilà. J'ai choisi vraiment de terminer sur ce combat, mais ça aurait pu continuer, et c'est un peu comme ça que peut se passer une petite campagne en fait, véritablement dans un jeu solo. Alors Knight se prête bien à des jeux à mission, hein, on part en mission, on revient, on part en mission, on revient. Mais dans un jeu qui nécessite une mise en place, d'avoir des intrigues, voilà, on peut largement avoir de la matière, créer des choses, créer des relations, repartir, revenir, etc. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé le plus possible d'expliciter ce que je faisais, vraiment. En tout cas, vous voyez que là, on a pu avoir un petit aperçu du système de jeu, hein, véritablement. J'ai pas multiplié léger, mais on aurait pu, hein, multiplier léger pour un jet de parole. Par exemple, quand j'étais avec les rebuts pour les convaincre, j'aurais pu faire un jet de parole aura, par exemple, pour les convaincre. Voilà, il y a vraiment cette facilité avec le jeu solo, déjà d'inventer des petits scénarios. Alors vraiment là, vous savez ce que j'ai fait là, ça casse pas trop pas d'un canard, mais c'est une bonne base, et ça peut tout à fait être une mission de découverte du jeu pour un petit groupe de joueurs et de joueuses. Parfaitement. Ça, c'est typiquement un genre de scénario qu'on peut trouver dans l'initiation, dans ce jeu-là. Parfaitement. Vous le développez un peu plus, mais il y aura un peu plus de matière. Genre, par exemple, il peut y avoir une maladie un peu bizarre dans la communauté de rebuts, donc j'aurais pu enquêter sur cette maladie.
qu'ils avaient, découvrir que la maladie, peut-être, elle est liée aux créatures de la bête qu'il y avait un petit peu pas loin, etc. Donc ça peut créer de l'interaction là-dessus, faire un scénario plus enquête, par exemple. Ça aurait pu être, non pas des créatures d'anathème, tu aurais tué Sarah, mais des humains. Donc du coup, j'aurais pu faire une enquête pour retrouver cette deuxième communauté de rebuts et essayer d'apaiser les relations entre les deux. Parce que le fait que peut-être Sarah était sur leur territoire, peut-être que du coup ils prévoyaient une vengeance sur la communauté de l'hypermarché, voilà. Hop, on n'est pas obligé de mettre non plus de l'anathème dedans, mais on peut avoir un truc comme ça. Et j'aurais ne même pas pu faire de combat à ce moment-là, si ça avait été plus de la tension entre communautés à apaiser. Et en tout cas, c'est très sympa à faire de tirer un truc au pif et d'essayer de faire une partie en 2 heures avec. J'aimerais bien le retenter. Je sais pas si je me filmerai, peut-être qu'on pourra faire du live avec, ça pourrait être sympa en fait. Finalement, je suis en train de me dire, du live avec ça, sur d'autres jeux, sur d'autres univers comme ça, on tire un truc au sort, et en 2 heures, on essaye de faire une partie solo. Pourquoi pas? En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette série de 3 vidéos. Tout ce que j'ai fait là, évidemment, ça peut marcher aussi quand vous n'êtes pas en solo, quand vous êtes maître de jeu, et que vous voulez avoir un petit peu d'improvisation dans votre partie, ou que vous avez une partie qui se lance et vous avez rien préparé, ça peut arriver, ça arrive souvent d'ailleurs, bah voilà, tentez le truc avec ça, rebondissez même, utilisez vos joueurs et vos joueuses s'ils ont des idées, sur les cartes Musée Oracle, les mots que vous sortez, ils peuvent participer, bien évidemment. On essaiera sur la chaîne de vous montrer d'autres choses, comme le One Page par exemple, d'autres générateurs comme ça d'aléatoires, et d'oracle, et de tables aléatoires. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, ou même si vous avez des idées sur les choses que j'ai interprétées moi et que vous auriez interprété autrement et que le scénario aurait été totalement différent, surtout n'hésitez pas, ça peut être super sympa. Je vous salue bien bas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.